Chapitre 3. L'homme au gourdin. Nous n'arrivâmes jamais au moulin. Sans doute n'était-ce pas notre destin. Le voyage à travers la lande se déroula sans encombre, mais aux environs de Castor, la fumée noire des incendies obscurcissait le soleil couchant. Même si les armées ennemies étaient victorieuses, elles ne pouvaient être déjà aussi loin au nord. C'était probablement un raid lancé par la mer. Nous aurions fait halte au bas des collines si la proximité du danger ne nous avait pas poussés à continuer après la nuit tombée, contournant Castor, beaucoup plus à l'est que nous ne l'avions prévu. Dès que nous eûmes atteint le canal, aller vers le moulin se révéla impossible. Des deux côtés, les chemins de halage étaient encombrés de réfugiés fuyant vers le sud. Nous eûmes beaucoup de mal à persuader quelqu'un de nous expliquer la situation. Tous marchaient d'un pas mécanique, de la peur plein les yeux. Nous trouvâmes enfin un vieil homme qui tâchait de reprendre son souffle, appuyé à une barrière, les jambes tremblantes de fatigue. « Que se passe-t-il au nord ?» interrogea l'épouvanteur avec douceur. Quand le vieillard eut retrouvé assez de force, il haleta. « Des troupes importantes ont débarqué dans la baie. Elles nous ont attaqués par surprise. Le village de Kendall est occupé, du moins pour ce qu'il en reste. Et les soldats marchent maintenant de ce côté. Tout est perdu, ma maison est partie en fumée. J'ai vécu là toute ma vie, je suis trop vieux pour commencer ailleurs. » « Les guerres ne durent pas éternellement, » dit l'épouvanteur en lui pressant l'épaule. « Moi aussi j'ai perdu ma maison. Mais il faut continuer, nous rentrerons tous deux chez nous un jour et nous rebâtirons. » Le vieil homme hocha la tête et rejoignit la horde des réfugiés en traînant les pieds. Ces paroles de consolation ne semblaient pas l'avoir convaincu. À en juger par son expression, mon maître n'y croyait pas lui-même. Il tourna vers moi un visage épuisé. « Mon premier devoir est de garder sain et sauf, petit. Or, où que nous allions, nous ne trouverons pas d'endroit sûr. On n'a plus rien à faire ici. On reviendra sûrement dans quelque temps, mais pour le moment, on va reprendre la mer. » « À Sunderland ?» demandai-je. C'était le plus grand port du comté, où nous pourrions embarquer. Mon maître eut un geste de dénégation. « Si elle n'est pas déjà aux mains des ennemis, la ville sera remplie de réfugiés. Non, j'ai une dette à me faire rembourser. » Sur ces mots, il repartit d'un pas vif. L'épouvanteur était rarement payé pour son travail et sitôt celui-ci achevé. Parfois, il ne touchait jamais la somme qui lui était due. C'était ce qu'il appelait ses dettes. Des années plus tôt, il avait débarrassé la maison d'un pêcheur d'un spectre venu de la mer. Pour prix de sa peine, il exigea un lit pour la nuit et la traversée vers Mona, une grande île au nord-ouest du comté, dans la mer d'Irlande. Le pêcheur accepta, non sans réticence, mais il avait visiblement peur de l'homme qui lui faisait face et dont les yeux flamboyaient d'une détermination nouvelle. Je pensais que le long voyage en Grèce l'été précédent m'avait donné le pied marin. Je me trompais. Un petit bateau de pêche n'a pas la stabilité d'un 3 mois comme le Céleste. On refait la phrase. Un petit bateau de pêche n'a pas la stabilité d'un 3 mâts comme la Céleste. Avant même que nous soyons sortis de la baie et arrivés en pleine mer, l'embarcation se mit à rouler et à tanguer. Les chiens gémissaient pitoyablement. Quant à moi, au lieu de regarder les côtes du comté s'éloigner petit à petit, ou peu à peu, je passais la majeure partie du voyage la tête par-dessus la bastingage, à nourrir les poissons. « Tu te sens mieux, petit ?» s'enquit mon maître quand je cessai enfin de vomir. Un peu... Mona était à présent une tache verte à l'horizon. « Êtes-vous déjà venu sur cette île ?» demandai-je. L'épouvanteur secoua la tête. « Oh, j'avais assez de travail dans le comté et on ne m'a jamais appelé là-bas. Les Iliens ont pourtant leur lot de problèmes avec l'obscur. On dénombre sur leur terre un certain nombre de buganes. » « Qu'est-ce qu'un bugane ?» Il me semblait avoir lu ce mot dans le bestiaire, mais ça ne m'évoquait rien de précis. Nous ne connaissions pas ce genre de créature chez nous. « Eh bien, petit, si tu cherchais, » me dit l'épouvanteur en sortant le livre rescapé de son sac. C'est un démon d'une espèce particulière. » Je feuilletai l'ouvrage jusqu'au chapitre démon et trouvai la rubrique bugane. « Lis tout haut » intervient Alice. « J'aimerais savoir, moi aussi. » Mon maître lui lança un regard noir signifiant visiblement que c'était affaire d'épouvanteur et que ça ne la concernait pas. Mais je commençai à voix haute, comme on m'en avait prié. Le bugane est une catégorie de démons qui fréquente les ruines. Il prend le plus souvent la forme d'un taureau ou d'un homme velu, bien qu'il puisse choisir une autre apparence en fonction de ses besoins. On a observé que, sur les sols marécageux, il se transforme en énorme ver. Le bugane émet deux sons caractéristiques. Il mugit comme un taureau furieux pour effrayer les intrus qui s'aventurent sur son territoire,
ou chuchote lugubrement à l'oreille de ses victimes avec un timbre humain. Il apprend aux malheureux qu'il est en train d'aspirer leur force vitale, et leur terreur augmente augmente sa puissance démoniaque. Se boucher les oreilles ne sert à rien, car la voix du Bugan résonne à l'intérieur du crâne. Des sourds profonds ont été victimes de ces murmures insidieux. Ceux qui les entendent meurent dans les jours qui suivent, sauf s'ils tuent le démon avant. Ils stockent l'énergie de ses proies dans un labyrinthe qu'ils creusent profondément sous la terre. Les Bugans sont insensibles au sel et au fer, ce qui les rend difficiles à tuer ou à garder captifs. Ils ne sont vulnérables qu'à une lame faite d'un alliage d'argent qu'il faut leur enfoncer dans le cœur lorsqu'ils sont pleinement matérialisés. « Ouh, ça flanque la chair de poule !» lâcha Alice. « Oui, quand on a affaire à un Bugan, peur et prudence vont de pair, » souligna mon maître. « Il n'y a pas d'épouvanteur sur l'île de Mona, c'est regrettable, car les Bugans s'y multiplient, personne ne sachant les tenir en respect. » Comme il commençait à bruiner, il me prit vivement le bestiaire des mains pour le mettre à l'abri dans son sac. Il ne voulait pas que son dernier livre subît d'autres dommages. « Comment sont les Iliens ?» manquis-je. « Oh, ce sont des gens fiers, aussi entêtés que belliqueux. Ils possèdent une forte armée de métiers composés de ce qu'ils appellent les hallebardiers. Cependant, une autre petite île n'aurait aucune chance si l'ennemi qui envahit le comté jetait son dévolu sur elle. »« Donc ils ne nous accueilleront pas à bras ouverts, » conclut Alice. L'épouvanteur acquiesça d'un air pensif. « Bien vu, jeune fille. Les réfugiés sont rarement les bienvenus, où que ce soit. Beaucoup de gens ont dû fuir le comté et s'expatrier sur Mona. Il y a d'autres îles plus à l'ouest. Mais le voyage est long et je préfère rester à distance raisonnable de chez nous. Si la situation devient trop difficile, on avisera. » À mesure que nous approchions de l'île, la houle diminuait, mais le vent nous jetait au visage une bruine serrée. Ce temps et le moutonnement vert des collines m'évoquaient le comté. On pouvait presque s'imaginer de retour à la maison. Le pêcheur nous fit aborder sur la côte sud-est et amarra son bateau à une jetée de bois accrochée à la rive rocheuse. Les 3 chiens bondirent à terre, heureux de poser les pattes sur un sol ferme. Nous les suivîmes plus lentement, ankylosés d'être restés confinés si longtemps dans un petit espace. Quelques minutes plus tard, l'homme reprit la mer, silencieux et morose pendant toute la traversée. Il affichait à présent un demi-sourire, soulagé d'avoir réglé sa dette envers l'épouvanteur et de se débarrasser de nous. Au bout de la jetée, 4 pêcheurs assis sous un abri de bois réparaient leurs filets. Ils nous lancèrent des coups d'œil hostiles. Mon maître marchait en tête, son capuchon relevé pour se protéger de la pluie. Il les salua au passage. 3 des hommes détournèrent les yeux et continuèrent leur travail. Le 4e cracha sur les galets. « En effet, » commenta Alice, « on n'est pas les bienvenus. On aurait peut-être dû aller jusqu'en Irlande. »« On est ici, Alice, » dis-je. Tâchons de nous en arranger. Nous traversâmes la plage jusqu'à un sentier boueux qui a serpenté entre une dizaine de chaumières avant de disparaître dans un bois en haut de la colline. Alors que nous dépassions la dernière maison, un homme surgit de couvert des arbres et nous barra le passage. Il portait une lourde matraque. Griffe marcha vers lui en grondant, le poil hérissé. « Rappelle ton chien, petit, » me lança l'épouvanteur. « Je vais régler ça. »« Griffe, ici !» ordonnai-je. La chienne obéit à contre-cœur. Elle était tout à fait de taille à affronter un ennemi armé d'un simple gourdin. En dépit de la pluie froide, l'Ilien portait ses manches roulées au-dessus du coude. Le visage buriné par les intempéries, trapu et musculeux, il dégageait une autorité naturelle. Il n'avait pas l'allure d'un pêcheur. Je remarquai qu'il portait un uniforme, un juste au corps, au cuir brun, orné d'un symbole à l'épaule. 3 jambes en armure courant dans un cercle. En dessous, une inscription en latin annonçait Cocunque gesseris tabit. Et c'était un hallebardier. Il leva son gourdin d'un air menaçant. « Vous n'avez rien à faire ici. Pourquoi ne restez-vous pas chez vous? Nous avons déjà trop de bouches à nourrir. »« Nous n'avions guère le choix, » répondit poliment l'épouvanteur. « Des soldats ennemis ont brûlé ma maison et nos vies étaient en danger. Nous ne demandons qu'un asile provisoire avant qu'il nous soit possible de repartir. Nous sommes prêts à travailler pour gagner notre subsistance. » L'homme abaissa les bras. « Oh, vous travaillez. Si on vous offre cette chance, aussi dure que les autres. Jusqu'à présent, les réfugiés revenus du comté débarquaient à Douglas, au nord. Mais on a appris que certains essayaient d'aborder en douce, comme vous, alors on monte la garde. » Son regard passa de mon maître à moi. Je vis qu'il examinait nos capuchons et nos bâtons. Même sur l'île de Mona, on savait reconnaître les insignes de notre profession. Puis il observa Alice, remarqua ses souliers pointus et haussa les sourcils.
Il se signa rapidement avant de demander. « Que fait un épouvanteur en compagnie d'une sorcière ?» Jeune Grégory répondit calmement. « La jeune fille n'est pas une sorcière, elle travaille pour moi comme copiste. Et voici mon apprenti Tom Ward. » « Il ne sera plus ton apprenti tant qu'il restera sur cette île, vieil homme. On n'a pas besoin de type dans ton genre, et on règle le problème des sorcières à notre manière. Une fois tirés au sort, ceux qui sont choisis travaillent la terre. Ce sont des vivres qu'il nous faut, pas des tours de magie. » « Tes ressorts, que voulez-vous dire ?»« On ne vous a pas demandé de venir ici, gronda l'homme. Un jeune et fort peut être mis au travail, mais certains sont rejetés à la mer. Je n'aimais pas le ton qu'il avait employé. Avançant d'un pas, je vins me placer à côté de mon maître. « Qu'entendez-vous par rejeter à la mer ?» L'épouvanteur posa une main sur mon épaule. « Du calme, petit, nous avons compris tous les deux. » « Oui, ceux qui ne peuvent pas travailler vont nourrir les poissons. Les vues dans ton genre, par exemple, quant aux sorcières... » Il coula un regard vicieux vers Alice. « Tu n'es pas la seule à avoir tenté de débarquer ces jours-ci. Attends de voir ce que nous te réservons. Nous avons nos méthodes pour traiter ton engeance. » « On en a assez entendu, » déclara l'épouvanteur, l'eau dégoulinant sur le bout de son nez. Il leva son bâton et se plaça en posture de défense. L'homme s'avança avec un sourire féroce. L'affaire fut expédiée en 2 secondes. Le soldat balança son gourdin à la tête de mon maître, mais il ne le toucha pas. Le vieil homme n'était plus là. Ayant esquissé un pas de côté, il abattit son bâton à 2 reprises. Le premier coup brisa le poignet de l'assaillant, lui arrachant en même temps un glissement de terrain, glapissement de douleur, et son arme. Le second l'atteignit à la tempe et le jeta inconscient à nos pieds. « Pas vraiment la même façon de se faire accepter ici, petit, » constata l'épouvanteur avec une grimace. Je me retournai. Les 4 prêcheurs sortis de l'abri nous fixaient. L'épouvanteur ne leur accorda qu'une brève attention avant de désigner la colline. « Allons mettre un peu de distance entre l'arrivée et nous. » Et il partit à une telle allure qu'Alice et moi eûmes peine à le suivre.